Bonjour et bienvenue sur InfoTime, Projecteur, votre magazine d'information. Notre coup de projecteur aujourd'hui porte sur Maître Cissé Yacouba. Bonjour Maître. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va. Alors Maître Yacouba, vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion des ressources maritimes. Vous avez également un doctorat en droit obtenu à l'Université d'Ottawa au Canada. Et vous êtes actuellement avocat au barreau d'Abidjan ainsi que professeur de droit à l'Université d'Abidjan. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, si Maître Yacouba est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a été élu parmi les 34 membres de la Commission du droit international des Nations Unies. Cette commission, qui compte 34 membres, traite essentiellement des questions de droit international et vise notamment aussi à permettre l'adoption de traités ou de conventions internationales. Cette commission compte 8 Africains aujourd'hui, parmi lesquels Maître Yacouba Cissé. Tout à fait. Alors, j'ai été élu dans le cadre du groupe africain. L'Afrique a droit à 8 sièges. Alors, au départ, nous étions 16 candidats. Donc, au finish, ce sont les 8 candidats qui ont été endossés par l'Union africaine qui ont pu être élus. Alors, la Côte d'Ivoire, nous avons occupé la 2e place. Donc, je suis très ému pour ce classement. Vous étiez très content, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'étais d'autant plus content que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire intègre cette commission depuis 1947. Donc, être membre de cette commission et avoir occupé la 2e place, juste après l'Algérie, avec 156 voix, on a de réels motifs de satisfaction et de fierté pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Maître Yacouba est titulaire d'un doctorat en droit obtenu à l'Université d'Ottawa au Canada et son mémoire a porté sur les questions de délimitation de l'espace maritime en Afrique. Justement, Maître, quels défis avez-vous rencontrés concernant les pays africains sur les questions de délimitation de l'espace maritime ? Alors, bien sûr, les États africains, au sortir de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avaient légiféré sur les limites maritimes. Alors, par la suite, ils ont été confrontés à des questions de délimitation de leurs frontières maritimes. Alors, pourquoi délimiter les frontières maritimes? Comme vous le savez, les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux pétroliers, des enjeux gaziers, les enjeux sur les ressources halieutiques et les enjeux écologiques. Donc, pour une meilleure gestion de ces questions-là, il faut toujours une certitude juridique qui passe nécessairement par la délimitation des frontières maritimes entre États voisins. Alors, si vous regardez sur toute la côte ouest africaine, de la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud, il y a de nombreux contentieux qui sont à l'agenda. Alors, comment est-ce que ces États doivent gérer ces contentieux? Normalement, il faut le faire soit par la négociation de manière bilatérale ou lorsque les négociations politiques ont échoué, on va généralement devant le juge ou l'arbitre. Alors, ma thèse a consisté à voir dans quelle mesure les États africains ont contribué au développement de cette matière-là. Alors, donc, il a fallu faire de la recherche depuis les années 70 jusqu'à 82. Quelles étaient les contributions des États africains au développement du droit de la mer, au développement du droit maritime. Alors, j'ai eu à dire que l'Afrique a contribué effectivement à ce développement parce que, comme vous le savez, il y a un concept révolutionnaire qu'on appelle la zone économique exclusive de 200 000 marins. 200 000 marins, ça fait 375 km à partir des côtes. Donc, c'est une notion purement africaine. Donc, c'est l'Afrique qui a mis de l'avant ce concept-là de zone économique exclusive qui finalement a bouleversé tout le droit maritime contemporain. Donc, c'est un des aspects des nombreuses contributions que l'Afrique a eu à faire au niveau du développement du droit maritime et du droit de la mer. Je ne pourrais pas m'étendre là-dessus. Il y a beaucoup d'aspects, mais ma thèse a essentiellement porté sur cet aspect-là. Alors, les contentieux maritimes, il faut les régler, puisque si on ne les règle pas, ça finit toujours par des guerres. Sur tout le continent, vous avez vu, depuis les affaires entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau et la Guinée. Récemment, vous avez le contentieux qui oppose la Côte d'Ivoire au Ghana. Les négociations ont duré plusieurs années, ça n'a pas abouti et finalement, on était obligé de nous référer à une tierce partie neutre qui est la Chambre spéciale du tribunal international du droit de la mer, qui a rendu une première décision sur les mesures conservatoires, mais nous attendons la deuxième phase sur le fond, qui doit certainement intervenir l'année prochaine. Est-ce que cette question de délimitation de l'espace maritime peut vous expliquer les problèmes que notamment connaissent certains pays africains en matière de pêche illégale? Parce que la pêche fait partie de nos ressources principales. On a en Afrique un vrai problème de pêche illégale venant notamment de bateaux venant d'Asie. Est-ce que ça peut expliquer ces problèmes de pêche illégale en Afrique?
Alors, il faut séparer les deux aspects, hein. Les questions des délimitations des frontières maritimes, je peux dire que les limites sont déjà connues, hein. Chaque État côtier en Afrique sait que sa limite va de côtes jusqu'à 200 000 marins. Donc, chaque État africain s'est doté d'une zone économique exclusive de 200 000 marins. Ça, c'est connu. Euh, les informations sont déposées au secrétariat des Nations Unies. Mais la question de la pêche illégale, c'est une question comment dirais-je, à responsabilité partagée. Parce que vous avez les États côtiers qui disposent d'un espace maritime, et puis vous avez les États armateurs, les États qui pêchent, qui ont des bateaux, qui viennent pêcher dans ces eaux-là. Alors généralement, ils le font soit parce qu'ils ont des licences de pêche, ou généralement, ils n'ont pas de licence de pêche. En ce moment-là, on dit qu'ils viennent se livrer à de la pêche illégale. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut séparer les deux notions, hein. Les questions de limites sont déjà fixées. Maintenant, la pêche illégale, c'est une question de volonté de ne pas bien faire les choses, hein. Un armateur qui veut rentabiliser son navire, il va aller chercher le dernier poisson dans les fonds des mers. Donc, il n'est pas regardant des normes et des règlements, hein. Il va aller pêcher là où il estime qu'il y a du poisson. Alors pour information, un récent rapport d'une ONG britannique a chiffré à 5,2 millions de tonnes les excédents de pêche illégale en Afrique et a pour environ une perte chiffrée à 1,5 milliard de dollars rien que pour l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire, du pays dont vous êtes par ailleurs originaire. Alors, est-ce que les États africains ont les moyens de se protéger de cette pêche illégale dont ils sont aujourd'hui victimes? Alors, il y a les moyens juridiques. Il y a les moyens juridiques parce qu'il y a des instruments juridiques multilatéraux qui existent. Alors, je parle par exemple le cas de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est une convention cadre, mais qui a déjà adopté des mesures générales. C'est vrai, ces mesures ne vont pas dans les détails des mesures de protection. C'est pour ça qu'il a fallu plus tard adopter d'autres instruments pour compléter cette convention, notamment la Convention de New York sur les stocks chevauchants de 1995. Ensuite, vous avez l'accord de la FAO sur la gestion et le contrôle des ressources halieutiques. Toujours, la FAO a adopté ce qu'on appelle le Code de conduite des pêches responsables en 1995. Et en 2001, il y a eu le dispositif type des mesures du ressort de l'État du port. Donc, les États du port ont un arsenal pour contrôler les navires de pêche qui viennent pêcher dans leurs eaux. Donc, pour ce qui est des instruments juridiques, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y a vraiment beaucoup de conventions qui protègent, mais ça ne suffit pas. Et généralement, nos pays sont démunis devant la surpêche parce qu'ils n'ont pas les moyens logistiques pour contrôler et surveiller cette vaste étendue de mer. 375 km, c'est beaucoup pour un seul État pour faire le contrôle. Alors donc, il y a ce phénomène-là. On manque de moyens et généralement aussi, on n'a pas les lois qu'il faut. Généralement, soit que ces lois sont inexistantes. Lorsqu'elles existent, elles présentent beaucoup de lacunes. Elles sont insuffisantes. Et de sorte qu'il faut d'abord légiférer. Il faut légiférer pour que les sanctions soient beaucoup plus dissuasives. Alors lorsque un armateur vient pêcher dans votre zone économique exclusive et que la sanction est seulement de 5 millions, 10 millions, vous êtes sûr que ce même bateau reviendra encore pêcher. Alors c'est pour ça qu'il faut légiférer, il faut qu'on ait des lois plus sévères en matière de pêche illégale. Alors j'ai donné le cas de la Côte d'Ivoire où j'ai dit qu'il y a des navires de pêche qui ont été pris et l'amende n'est pas allée au-delà de 50 millions. Alors que dans d'autres pays, la loi a été revue à la hausse, de sorte que ces amendes-là avoisinent pratiquement le milliard. Donc pour qu'on puisse lutter efficacement contre ce phénomène-là, il faut qu'au niveau de chaque région en Afrique, on puisse avoir les mêmes législations, les mêmes amendes. Il y a les conventions sous-régionales de pêche qui existent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc il faut que tous ces États-là se concertent pour avoir les mêmes normes de sanctions et de législation en matière de pêche. Est-ce que c'est le cas actuellement où il y a un processus vers cet objectif-là? Oui, je sais qu'au niveau de la Convention d'Abidjan, c'est une convention de 1981 qui est vraiment dépassée maintenant, mais il y a eu tout un processus de revitalisation de cette convention qui a été entreprise depuis maintenant 10 ans.
Cette convention a pour objet de protéger le milieu marin et côtier de 22 pays africains. Ça va de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud. Donc c'est pour des questions d'environnement, mais lorsqu'on parle d'environnement, on parle aussi de pêche. Donc je pense que dans le cadre de la Convention d'Abidjan, des dispositions sont en train d'être prises pour qu'on puisse avoir les mêmes normes de protection des ressources halieutiques et les mêmes normes de protection de nos côtes contre les différentes formes de pollution. Les pollutions d'origine tellurique, les pollutions qui résultent de l'exploitation des plateformes offshore et gaziers. Donc il y a vraiment beaucoup de développements qui se font au niveau du continent africain. Et je pense que dans quelques années, nous pourrons avoir les moyens de lutter efficacement contre ces phénomènes de surpêche, de pêche illégale et de pollution de nos côtes. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la FAO pour nos téléspectateurs. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, sur tout un autre sujet, mais qui n'est pas tout à fait éloigné de l'Afrique et du droit, vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique avait été à la pointe du droit maritime, ou du moins qu'elle avait beaucoup contribué à l'expansion ou au développement du droit maritime. Aujourd'hui, l'actualité nous oblige à parler de la CPI. L'Afrique a été finalement le dindon de la farce du droit international pénal. Oui. Alors, question pertinente. Alors, l'Union africaine a demandé, je pense que l'année dernière, à ce qu'il y ait un retrait massif des États africains de la CPI. Alors, la question est très controversée. Il y en a qui estiment que ce n'est pas la bonne manière de faire. Je suis pour ceux qui estiment que, à partir du moment où un État a ratifié une convention, c'est qu'il a pris le pour et le contre. Avant d'apposer sa signature sur une convention, on a dû réfléchir sur le pour et le contre. Et chez les juristes, il y a un principe qu'on emploie souvent, la règle de la pacta sunt servanda. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les traités internationaux qu'on a ratifiés de bonne foi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la CPI est décriée parce qu'on estime qu'il n'y a que les États africains qui sont poursuivis. C'est vrai, c'est une réalité, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que tous les pays africains se retirent de la CPI? Moi, je dis non. D'abord, c'est une question qui relève de la souveraineté de chaque État. L'Union africaine ne peut pas, de cette façon-là, demander à tous les États de se retirer d'un traité international. Ça, c'est un. Donc, ce sont des questions de souveraineté. Chaque État apprécie, à sa manière, selon ses intérêts, de rester dans le régime conventionnel ou pas. Alors, je vous disais que l'Union africaine est pour l'impunité. Depuis longtemps, on a vu sur le continent, il y a eu des massacres à grande échelle. Hein, les guerres civiles ont engendré beaucoup de pertes en vies humaines. Alors, est-ce qu'on doit encore plaider en faveur de l'impunité et de l'immunité absolue? Moi, je dis non. Il faut que ça commence quelque part. Sinon, demain, les grands responsables de nos pays vont vouloir faire tout ce qu'ils veulent. Alors, moi, je suis pour le principe que on puisse continuer à jouer la carte de la négociation à fond. L'Afrique, c'est ce qui m'étonne un peu. Nous, on a l'impression qu'on oublie qu'on a la carte joker. Au niveau des Nations Unies, nous sommes 54 États, c'est beaucoup. 54 États, ça pèse sur les décisions. Est-ce que nous ne pouvons pas faire jouer ce nombre-là en notre faveur? Alors, on peut saisir l'Assemblée générale pour faire valoir nos positions par rapport à la CPI. On peut saisir le Conseil de sécurité. Il y a des Africains, pays membres, qui continuellement sont, même s'ils ne sont pas des membres permanents, mais quand même ils peuvent saisir ce forum-là pour faire passer certaines de nos revendications. Alors moi je pense qu'il faut jouer la carte de la diplomatie à fond. Ça ne donne rien de chercher à sortir massivement d'un régime conventionnel auquel nous avons adhéré en conscience et en connaissance de cause. Alors, ce sont des questions de souveraineté, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ma position en tant que juriste, c'est que j'aurais préféré qu'on reste dans ce régime-là et qu'on fasse les critiques, qu'on les porte là où ces critiques-là doivent être portées pour qu'on nous entende, pour qu'il y ait plus d'équité, plus de transparence dans le traitement de ces questions-là. Pour information, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi sont les 3 pays africains qui ont décidé de se retirer de la Cour pénale internationale. Et la Russie a également annoncé qu'elle retirerait sa signature du statut de Rome qui crée cette
fameuse Cour pénale internationale. Merci Maître en tout cas d'avoir répondu aux questions d'InfoTime. Un mot de conclusion? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir prêté votre micro. Alors, c'est vrai, nous venons d'être élus à la Commission de droit international. On sera là en tant qu'Africains et on essaiera de jouer notre partition pour que les intérêts de l'Afrique puissent être pris en compte au sein de cette commission qui, comme je vous l'ai dit, a deux missions principales. La mission de codification des normes coutumières et la mission de développement progressif du droit international. Donc voilà deux missions fondamentales sur lesquelles nous allons travailler, bien entendu, en essayant de mettre sur la table de cette commission des questions qui nous concernent au premier chef. Il y a beaucoup de sujets. Il y a l'environnement, il y a la CPI, il y a la piraterie maritime, il y a la délimitation des frontières maritimes, il y a les BBNJ, les aires marines au-delà des juridictions nationales. Donc autant de questions qui concernent l'Afrique et on va essayer de les proposer aux membres de la commission pour voir si on peut les étudier, pour les approfondir. Voilà un peu mon mot de fin. Donc merci beaucoup et à très bientôt. C'est InfoTime qui vous remercie. Retrouvez la version audio de cet entretien sur InfoTime Radio, toujours sur votre plateforme www.infotime.com, info au pluriel. Merci. Merci beaucoup.